Voilà, bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers amis. L'organisation de cette journée d'études est le résultat d'une démarche initiée voici déjà 4 ans dans le cadre d'un colloque organisé par l'Université de Metz où il nous avait été demandé d'étudier l'évolution d'un lieu de mémoire qui nous soit localement proche. Lorsque l'on évoque la déportation des Juifs et la résistance dans notre pays, l'on pense immédiatement à la caserne d'Ossin, à Malines, au fort de Brendonck, éventuellement à la citadelle de Huy. Mais à quoi pouvions-nous songer à Bruxelles? Il y a certes des lieux de mémoire, des mémoriaux, des musées, des fondations, des centres d'études et de documentation. Mais il n'y a pas de lieu qui soit à la fois, comme pour les exemples précités, un lieu d'histoire et de mémoire. Or, tant de témoignages évoquent les immeubles de l'avenue Louise, qui furent occupés par les polices de la sûreté et de la sécurité du Reich, la SIPO-SD, Sicherheitspolizei et Sicherheitsdienst, plus communément appelés Gestapo. Ces services de police étaient partagés en départements chargés d'enquêter et d'arrêter ceux que le Reich considérait comme ses ennemis, à savoir les Juifs, les résistants, les communistes, ainsi que d'autres catégories de personnes, tels les témoins de Jéhovah, les tziganes, les homosexuels, les francs-maçons. Nous nous sommes alors demandé pourquoi ces immeubles n'étaient pas devenus des lieux de mémoire. Pouvait-on même encore les identifier en parcourant l'avenue Louise? Plusieurs immeubles sont concernés. Il y a le 453, je vais faire des bonds vers l'écran. Le 453 avenue Louise, il y a le 510, juste en face, où furent notamment réunis une partie des Juifs raflés en septembre 1943. Il y a le 347 et aussi le 418, dont nous ne savons que très peu de choses. Alors, de ces 4 bâtiments, seul le premier, au 453, arbore une plaque en façade qui était avant tout destinée à honorer la mémoire du pilote belge de la RAF, Jean de Célis-Longchamp, qui le mitrailla le 20 janvier 1943. Une statue du pilote a par ailleurs été érigée face à l'immeuble pour commémorer le 50e anniversaire du raid. Pour les 3 autres bâtiments, il n'y a rien, strictement rien. Nous nous concentrerons ici sur 2 de ces immeubles, ceux situés au 453 et 347. Dont parlent le plus souvent les rescapés lorsqu'ils relatent leur arrestation, leur enfermement dans les caves et leurs interrogatoires subis aux étages. Seules 2 réalisations d'André d'Artevelde, son film intitulé « À mon père résistant » et la plaquette qui s'ensuivit, éditée par le CGS, 347 avenue Louise, dans les caves de la Gestapo, montrent, par le film et la photographie, les inscriptions qui étaient encore visibles sur les murs des caves du 347 en 1995-96. Donc ici, par exemple, voilà un des graffitis que l'on pouvait encore voir là, il y a une quinzaine d'années. C'est un peu difficile à lire, mais en gros c'est ceci. À ma chère femme et à mes 3 enfants, avant de mourir, meilleures pensées. Donc, on peut y lire ainsi des noms, des dates et des messages attestant de la présence de personnes enfermées dans le sous-sol de l'immeuble. Ces messages constituaient souvent une des dernières manifestations de leurs auteurs, puisque ceux-ci disparaissaient presque toujours ensuite, déportés ou exécutés. Ces inscriptions s'adressaient avant tout à ceux qui les suivraient pour qu'ils sachent qu'ils étaient passés par là, mais aussi sans doute dans l'espoir que l'un d'entre eux, s'il parvenait à échapper aux griffes de leurs ravisseurs, puisse transmettre leurs adieux formulés sur ces murs. Ces graffitis, fort émouvants, éclairent d'une manière extraordinaire la terreur qui pesait sur les personnes arrêtées et les conséquences, souvent désastreuses, des arrestations et des interrogatoires menés en ces lieux. Il ne reste plus de ces innombrables et ultimes expressions des personnes reléguées dans les caves que celles gravées dans la chaux des murs. Notre archiviste, Sarah Timperman, a mis la main au Musée royal d'art et d'histoire sur des photographies prises à la Libération par l'armée anglaise. Elles sont particulièrement éloquentes. L'une d'elles montre l'abondance des messages alors visibles sur les murs. Nous l'avons dit, les images prises par l'équipe d'André d'Artevelde sont les seules à nous renseigner sur ce qu'il resterait à voir et à relever dans les caves du 347.
En ce qui concerne le premier bâtiment évoqué, au 453, nous ne possédions, jusqu'à avant-hier, aucune photographie des caves, bien que nous sachions que des graffitis devaient plus que probablement encore s'y trouver, comme nous l'avait confirmé André d'Artevelde qui les avait vus. Il se fait qu'en parallèle à l'organisation de la présente journée d'études, une équipe de la RTBF s'est vivement intéressée au sujet. Avec elle, et grâce à la compréhension d'un propriétaire, nous avons pu visiter l'une de ces caves avant-hier, le 19 octobre 2011. Les photographies suivantes que nous y avons prises à la sauvette sont donc les seules qui, à notre connaissance, existent des caves du 453. En voici quelques-unes. Voilà, on voit ici un petit cœur retracé. Je vous montrerai dans la photo suivante ce cœur agrandi. Mais je voudrais vous faire remarquer aussi, à droite de l'image, l'immeuble qui est probablement représenté, c'est celui de la Gestapo. Et en bas à droite, cette espèce de grille qui doit symboliser les caves, l'enfermement, la prison. Il y a une date également qui est mentionnée verticalement à droite de la maison, 9 du 9 1944. Et d'autres inscriptions sont encore à déchiffrer. Nous ne l'avons pas encore fait dans la bulle qui se trouve au-dessus de la date. La suivante. Donc vous pouvez voir Louise, Moeder, Zuster. Alors, hoe lang zullen we nu noch gescheiden sein? Donc, combien de temps resterons-nous séparés encore, sœurs et mères? Un grand point d'interrogation traversant la bulle. Alors ici, on a retrouvé cet oiseau en cage qui s'avère être finalement un dessin sur un chevalet, mais qui représente néanmoins l'enfermement. Et à gauche, vous voyez une série de traits qui montrent le nombre de jours que cette personne a passé dans la cave. Donc 9 Tagen, donc c'était un Allemand, ou plus probablement même un Hongrois, au vu du nom qui se trouve gravé dans la chaux. On peut lire Voros. Alors voilà une indication un peu plus précise, datée du 13 juin 42 en allemand, qui signifie j'ai passé ma dernière heure ici, donc annonçant de très funestes perspectives. Alors ici c'est aussi assez sidérant, je dirais, puisqu'on a de nouveau une représentation plus probablement de l'immeuble de la Gestapo, et tout en haut du bâtiment on voit là deux personnages, le bras levé, comme disant bonjour ou alertant les passants qui déambuleraient devant l'immeuble. On voit que l'immeuble lui-même est entouré d'un trait. Dans ce trait, vous voyez inscrit le mot « end », la fin. On sait que des gens se sont précipités de certains des étages du bâtiment pour échapper aux tortures. Ils ont préféré se lancer par la fenêtre, à moins qu'ils n'y aient été précipités. Bon, voilà, enfin, on peut imaginer tout ceci, et d'autant plus qu'on voit cette espèce de Golgotha dessinée devant, avec une croix et un personnage mis en croix. Bon, tout ça, évidemment, montre dans quel état d'esprit la personne qui l'a dessiné se trouvait dans cette cave à ce moment-là. Alors, pour vous dire aussi, on a retrouvé des mentions en plusieurs langues, en fait en 5 langues. En français, en néerlandais, en allemand, en hongrois, et peut-être ici une 5e langue, on n'a pas pu identifier laquelle. Si l'un d'entre vous peut le déterminer, ça nous fera plaisir. Mais donc on ne connaît pas le contenu de ce message. On voit qu'il s'agit de quelqu'un qui a passé 4 jours au moins dans cette cave. Et on peut être étonné aussi de la clarté avec laquelle ces messages sont restés à travers le temps. Il y a donc 65 ou 70 ans de cette inscription. Enfin, une dernière, il y en a d'autres, mais j'ai fait une sélection. Celle-ci qui donc indique un nom, Mayores, 3 jours. Et je vous la montre celle-ci parce qu'en dessous des 3 jours, on voit une autre inscription. En fait, en regardant attentivement, on s'aperçoit ici, il y a d'autres endroits dans la cave, qu'il y a en fait 2 couches d'inscription. Il y en a une première, et on voit apparaître donc des mentions de premiers messages qui étaient effacées donc par les Allemands durant la guerre, et ensuite une nouvelle vague de prisonniers est passée par ces caves et ont donc continué sur des murs remis à neuf, remis à propre, ont remis de nouveaux messages. Donc en fait, à certains endroits, on voit que cette chaux s'écaille
Et à la limite, on peut se demander s'il ne serait pas possible de gratter parfois à certains endroits ces écailles de chaux pour voir réapparaître d'anciens messages. Ces inscriptions, en tout cas, constituent la preuve visible de l'existence de telles inscriptions dans cet immeuble. Nous sommes d'autant plus reconnaissants au propriétaire qui nous les a fait découvrir que d'autres propriétaires, tant au 457 qu'au 347, semblent nettement moins coopératifs. Pourquoi ces inscriptions nous intéressent-elles autant et pourquoi souhaitons-nous en conserver les ultimes traces? Eh bien, comme nous l'avons vu, parce qu'elles témoignent des mains même de ceux qui les tracèrent, de leur combat pour la liberté et de leur disparition. Et parce que chacune de ces inscriptions témoigne pour des milliers de personnes ayant partagé le même sort. Parce que ces inscriptions rappellent la place de ces immeubles dans le processus de contrôle policier de l'occupant dans tout le pays. Car c'est en effet à partir de ceux-ci que les différentes antennes de la CIPOSD, situées à Gand, Anvers, Charleroi, Liège et Lille pour le nord de la France, reçurent leurs directives. Tout comme la caserne d'Aussin, où furent rassemblés les 25 000 juifs déportés de Belgique vers Auschwitz, ou encore le fort de Brendonck où périrent nombre de nos concitoyens, ou aussi la prison de Saint-Gilles d'où arrivaient chaque jour au petit matin les résistants arrêtés pour y subir, aux étages, des interrogatoires souvent très durs, menés à l'aide d'objets terrifiants et parfois fantasques, comme nous pouvons le voir sur cette seconde photographie prise au 347 par les militaires britanniques à la Libération. Pour être clair, c'est donc dans ces bâtiments de l'avenue Louise que s'organisa, entre autres, la chasse aux Juifs et aux résistants, qui déboucha sur la déportation et la mort de dizaines de milliers de personnes. Voilà pourquoi nous avons décidé de prendre contact en 2008 avec le service des monuments et sites de la région bruxelloise, et nous les remercions franchement pour leur accueil, pour que l'on puisse attribuer à ces immeubles un statut de lieu de mémoire. Les échos qui nous sont parvenus de la part des propriétaires indiquaient qu'ils comprenaient notre intérêt pour l'histoire de leurs immeubles, mais qu'ils ne souhaitaient pas envisager leur classement. Nous avons alors décidé de réfléchir avant de concevoir les suites à donner à cette démarche. Chargés d'une telle histoire, il nous paraissait évident que ces immeubles ne pouvaient rester cantonnés dans un anonymat mémoriel, qu'ils ne pouvaient pas passer inaperçus et signifier ainsi un désintérêt général. Ils incarnent, au-delà même des inscriptions des caves, des lieux de mémoire à part entière, qu'on le veuille ou non. C'est à partir de ces considérations qu'est née l'idée d'une journée d'études qui seule permettrait de réunir toutes les parties susceptibles de prendre part à une discussion portant sur la conservation des inscriptions des caves des 457 et 347 avenue Louise. Nous pensons aux propriétaires, aux monuments et sites, à la ville de Bruxelles, aux témoins, aux historiens, aux étudiants, aux associations, au grand public. Nous espérons dès lors que cette journée permettra d'entrevoir des résultats. Les communications de la matinée seront consacrées à des exposés historiques sur le siège de la CIPOSD à Bruxelles et à ses rapports avec certaines de ses antennes. L'après-midi sera consacré aux témoignages et aux problématiques de sauvegarde et de conservation des inscriptions gravées sur les murs des caves, pas seulement les murs de nos deux immeubles de la Gestapo. À titre d'exemple, nous verrons comment ont été mis en valeur les immeubles que la CIPOSD occupa à Cracovie et à Cologne. Certes, il ne s'agit pas de présenter ces lieux de mémoire situés en Pologne et en Allemagne comme des exemples pour Bruxelles. Il s'agit plutôt de montrer les enjeux de ce passé pour nos sociétés contemporaines, de montrer ce qu'auraient pu devenir aussi ces immeubles si on l'avait voulu. Un appartement témoin, par exemple, aurait pu abriter une exposition, de montrer comment et pourquoi l'on a préféré voir s'installer l'oubli. À cet égard, lutter pour la conservation de telles traces peut seul nous permettre de faire barrage à l'accomplissement de ce qui était en fait prévu par l'occupant en s'installant dans de tels immeubles. Un parfait oubli du meurtre au cœur même du quotidien. Ce que de tels lieux couvrent en termes d'histoire et de mémoire, en tant que tête de pont de cette immense, incroyable et démentielle entreprise de mise à mort des populations juives d'Europe et de la condamnation à mort de milliers de résistants et d'opposants au régime nazi, est proprement stupéfiant. Je vous remercie.